Donc, dans ces présentations-ci, je crois que je vais en faire deux qui vont s'enchaîner sur le même thème, celui de la présidence, en l'occurrence du groupe ou de l'Assemblée citoyenne, plutôt Constitution, qui a été mise en place au Québec en 2018-2019. Euh, et, euh, et la raison pour laquelle c'est approprié de faire ça, c'est non seulement pour peut-être donner des idées aux gens de l'INM, ou du moins expliquer une autre perspective à ces gens-là, puis d'expliquer comment on peut concevoir les choses différemment, hein? Aussi parce que pratiquement toutes les assemblées citoyennes qui vont émaner de la société civile, et pour l'instant, on est plutôt à ce stade-là, en ce sens que on a rarement mis en place des assemblées citoyennes dans un cadre institutionnel. Et puis même pour celle-là, hein, quand j'y pense, les propos qui vont être tenus ici sont importants, en ce sens que je vais expliquer comment on peut aller un peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc dans la première présentation, celle-ci, hein, je vais commencer par énoncer les principes de ce que je suggère, hein. Ensuite, faire un aller-retour avec ce qui s'est passé avec le groupe Constitution, en prenant cet exemple-là comme de manière illustrative pour expliquer la différence un peu entre la perspective que je donne puis celle qui, de manière implicite, hein, a été mise en place, encore une fois de manière illustrative, dans le cadre de cette assemblée citoyenne-là. Hein. Et si je me permets de faire une seconde présentation, là, je vais peut-être rentrer un peu dans le détail puis expliquer plus en profondeur, parler des personnes, en fait, qui sont à la coprésidence, puis expliquer dans ce projet-là, tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose, comment est-ce que ça peut clocher, hein, d'avoir un certain type de personnes à la coprésidence. Mais pour l'instant, hein, on se concentre sur les principes. Hein. Et donc, quand on met en place une assemblée citoyenne, hein, il faut avoir une personne ou deux, hein, une coprésidence ou une présidence, qui organise les débats. Hein. Et dans le choix de cette présidence-là, il y a évidemment un choix qui est plutôt critique, en ce sens que cette personne-là a quand même un certain pouvoir, une certaine influence, hein. Puis ce qui est plus, c'est qu'elle peut aussi, selon la perspective qu'on a dans la mise en place d'une assemblée comme celle-là, se transformer peut-être, hein, en porte-parole même de l'assemblée citoyenne. Et donc, pour cet ensemble de raisons-là, il faut être extrêmement vigilant. Hein. Je vais expliquer comment, dans mon cas, je suis éminemment contre, hein, l'idée que cette personne-là devrait être porte-parole, puis que ça devrait être une condition explicite qu'elle ne devrait pas assumer ce rôle-là, puis qu'elle devrait être même interdite de communiquer avec les médias. Et donc, dans ma perspective, hein, puis là, je me permets de vous renvoyer à la section 4 où je parle de l'indépendance de l'Assemblée constitutionnelle, hein, qui serait une institution permanente, où finalement, c'est un peu un repeat en mauvais québécois de ce qui a été dit là, mais là, appliqué à un cas d'espèce dans la société civile, là, en 2019, qui s'applique à ce moment-ci. Fait qu'il y a quand même une différence là, entre les deux propos, mais la référence reste quand même essentiellement celle-là. Et donc, hein, premièrement, la présidence ou la coprésidence d'une assemblée ne devrait, donc les personnes qui sont choisies pour être là ne devraient pas avoir été des candidats ou des candidates à des élections, ne devraient pas avoir assumé un rôle politique dans une formation politique dans le système électoral, hein, ne devraient pas avoir été des porte-parole de parti ou avoir un rôle trop prédominant à l'intérieur d'une formation politique. Ce qui est en deçà de député, rôle prédominant, porte-parole, donc quelqu'un, je sais pas, qui aurait été dans son essence, dans son impliqué dans la circonscription, qui est peut-être, là il y a une question qui se pose, est-ce que c'est une implication qui est trop partisane ou est-ce que c'est une implication à un autre niveau puis qu'on peut tolérer ça, hein? Mais essentiellement, les personnes qui auraient assumé un rôle politique
trop important dans le cadre du régime électoral, hein, devrait être exclu de facto de ces positions-là, d'être candidate à ces postes-là. Hein. Dans ma perspective, bien sûr, hein, j'admettrai que c'est un commentaire général d'une certaine manière sur les principes qui vont être énoncés ici, que dans le fond, hein, la décision pour moi appartient à l'Assemblée citoyenne qui est mise en place. Et donc, si les citoyens décideraient volontairement d'aller contre ces principes-là, ils ont le loisir de le faire. Hein. Sauf que je me permettrais de leur recommander de réfléchir à s'ils veulent mettre en place des règles de sélection, puis la première règle que je viens d'énoncer, pour moi, devrait être une règle de sélection. Donc, si l'Assemblée adoptait ça, hein, de fait, il y aurait certaines personnes qui ne pourraient pas être candidates, tout simplement. Donc, première règle, ne pas avoir été une personne impliquée dans un parti politique de manière une implication importante dans un parti politique. La deuxième règle, hein, ce serait de ne pas avoir disons une opinion ou ne pas avoir développé une pensée très claire sur la question qui est à l'ordre du jour. Hein. Là, on s'entend que, encore une fois, il faut faire preuve de bon sens. Hein. Supposons qu'on a une assemblée citoyenne qui jaserait de l'environnement. Hein. C'est rare les personnes qui n'ont pas une idée un peu de cette question-là, parce que c'est une idée qui touche un peu tout le monde. Mais si on jase des constitutions, hein, il est absolument clair pour moi qu'on ne peut pas mettre un constitutionnaliste ou une constitutionnaliste qui a exprimé publiquement, hein, des idées sur la Constitution, puis qui a une idée de ce qu'elle voudrait avoir dans une Constitution. Parce que, de fait, ça met cette personne-là dans une situation de conflit d'intérêts. Hein, en ce sens que, bien qu'elle peut promettre de s'abstraire puis de faire preuve d'impartialité, c'est dur d'être impartial si les idées qui sont avancées sont des critiques directes, hein, qui vont peut-être même à l'encontre des idées qui ont été exprimées par cette personne-là auparavant. Donc, autrement dit, de ne pas être un spécialiste de la question qui est traitée. Hein. Encore une fois, il faut faire preuve de jugement. Hein. Peut-être qu'il y a des constitutionnalistes qui sont du type plus professeurs typiques qui vont juste enseigner tout ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais qui n'ont pas vraiment ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'on pourrait mettre dans une constitution du Québec. Ça serait surprenant un peu, mais on peut avoir des gens qui, même s'ils sont dans la profession, restent un peu plus neutres d'une certaine manière, du moins qui n'ont pas exprimé des opinions publiques sur la question. Là, à ce moment-là, c'est peut-être un peu border, je serais vigilant, mais on peut peut-être imaginer qu'il y aurait une frontière à mettre là. Encore une fois, il faut faire preuve de jugement, en ce sens que c'est une question d'appréciation. Là. Il y a des cas, je pense, qu'on peut de manière très claire exclure certaines personnes sur la base de cette règle-là, hein, ou du moins dire cette personne-là ne respecte pas cette règle-là, pas parce que c'est pas une question de volonté là, d'être mauvaise ou bonne, mais du fait de ses actions passées. Et puis donc, pour préserver l'indépendance de l'Assemblée, puis aussi pas mettre cette personne-là dans une situation de conflit d'intérêts, hein, on les exclut d'une certaine manière du processus. Et en ce sens, hein, ce serait pas mauvais d'avoir des gens qui sont plus, dans certains cas, hein, qui sont en situation intellectuellement, mais là, encore une fois, c'est une question d'appréciation, mais qui sont dans une situation où ils sont, disons, ouverts à tous les possibles. Parce que quand on est spécialiste dans une question, c'est clair que, puis qu'on y a réfléchi, puis qu'on est opiné sur cette question-là, c'est clair que, on va dans un sens, hein. En revanche, si on n'est pas de ce domaine-là, hein, là, on est en principe plus ouvert à l'ensemble de ce qui est possible de faire. Hein. Puis il ne faut pas oublier que, par exemple, hein, si on met en place un professeur, pour prendre un exemple typique, le professeur fait partie d'un système qui dit certaines choses. Hein. Puis donc, si on prend un professeur de droit ou de droit constitutionnel, le résultat, il y a quand même, juste ça peut créer une certaine interférence. Hein.
Puis l'autre exemple que je donnerais, pour contrebalancer, pas pour contrebalancer, mais pour illustrer un peu la différence, c'est que si on choisissait, par exemple, quelqu'un comme, là, il peut pas être, dans ce cas-ci, dans le cas de Constitution, il pourrait pas être candidat, mais si on choisissait, pour une question comme la Constitution, quelqu'un comme M. Christian Lapointe, qui est la personne qui a donné l'impulsion puis qui a mis en place le projet Constitution, puis ce qui fait qu'il ne peut pas lui-même assumer un rôle comme celui-là, mais une personne comme ça qui est professeur de théâtre, qui s'intéresse à la question, puis qui aimerait ça que les choses changent, serait d'une certaine manière, pour moi, un candidat idéal du fait de ces caractéristiques-là. En ce sens que il n'y aurait pas tendance à pousser dans un sens ou dans l'autre, ou inconsciemment ou consciemment. Et donc, il va être nécessairement ouvert et neutre. Ou du moins, on peut penser que du fait de ces caractéristiques-là, il va avoir tendance à l'être plus. Et donc, ces deux grandes conditions-là, visent, encore une fois, à assurer, bien sûr, l'indépendance de l'Assemblée. Là, il y a un autre principe qui n'est pas une condition dans la sélection de la personne, mais qui est plutôt une condition qu'on devrait mettre à la personne dans l'exercice de son mandat. Et cette condition-là, c'est que la personne qui est choisie pour présider, ou les personnes qui sont choisies pour présider, à mon avis, on devrait mettre une règle que ces personnes-là ne vont pas s'adresser aux médias pour discuter de ce qui se fait à l'intérieur de l'Assemblée citoyenne. Autrement dit, ils ne deviendront pas des porte-parole de l'Assemblée citoyenne. Ce qui pose bien sûr la question, comment est-ce qu'on organise la dimension médiatique de la chose. Puis là, bon, il y aurait une réflexion plus large à faire sur le sujet, mais je vous donne un petit peu une piste, là. Il faut que les citoyens s'organisent pour le faire. Fait qu'on peut imaginer différents mécanismes, mais un des mécanismes, par exemple, dans une assemblée d'une quarantaine de personnes, on pourrait en piger 5 au hasard, au sort, et former un petit comité avec ces 5 personnes-là, puis leur dire, faites-nous un plan de match. Soit que vous allez représenter l'assemblée puis discuter avec les médias, ou que vous allez nous organiser pour qu'on le fasse ensemble. Comme peut-être, là, je sais pas, le faire par commission. Que chaque commission va avoir une personne qui va aller exprimer, qui va faire partie d'un comité qui va s'adresser aux médias pour expliquer comment le projet Constitution fonctionnait, puis c'est quoi les conclusions, puis pourquoi les citoyens sont arrivés à ces conclusions-là. Autrement dit, pour moi, le visage de l'Assemblée doit être celui de l'Assemblée elle-même. Encore une fois, je me répète, mais si les citoyens eux-mêmes consciemment décidaient d'adopter un autre processus, puis le votaient, puis l'adoptaient, je suis en train de suggérer des règles, mais le pouvoir de décider de ces règles-là, finalement, mais aussi de peut-être décider d'aller contre, se trouve entre les mains des citoyens. Et donc, on pourrait peut-être ajouter un autre principe que justement, les citoyens doivent statuer sur la question. En ce sens que c'est eux qui doivent décider, évidemment, qui et comment ça se fait. Voyons, vous m'excuserez, là, je vais être absolument franc avec vous quand... Souvent, je réfléchis à mes présentations avant de me réveiller. Donc, je suis dans mon lit, puis je pense. Puis là, dans ma tête, j'avais ce que je viens de vous dire, mais j'avais 2 autres éléments qui, pour l'instant, m'échappent encore, puis ne me sont pas revenus à l'esprit. J'aurais peut-être dû les écrire. Mais c'est pour ça que je suis en train de penser pour essayer de retrouver ces éléments-là. Voyons, c'était quoi? C'était comme une autre catégorie d'éléments, en fait. Bon, enfin, je vais en venir à la suite du propos. Peut-être que ça va me revenir au courant de la discussion. Donc, ce que je viens de dire, c'est que les personnes pour la coprésidence ou la présidence, vous me pardonnerez peut-être que dans l'avenir, je vais utiliser le mot présidence pour aller un peu plus vite quand je parle. Là. C'est bien sûr bien acceptable et peut-être préférable et beaucoup mieux d'avoir une coprésidence, sans doute. Ou enfin, je vais peut-être utiliser un des deux termes, puis vous comprendrez que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc,
dans la sélection de la présidence, le premier principe, c'est de ne pas avoir été associé à une formation politique de manière trop importante, hein, de manière trop claire, de manière trop prononcée. Hein. Le second, c'est de ne pas avoir exprimé des opinions publiques ou d'avoir pris position ou d'être un acteur hein, public, entre autres, là, sur les questions qui sont à l'ordre du jour. Hein. Une troisième condition là, dans l'exercice des fonctions, ce serait d'interdire en fait aux personnes qui sont à la coprésidence ou à la présidence de s'adresser aux médias. Hein, pour que ces gens-là comprennent que leur rôle, c'est d'organiser les débats et non pas de jouer la game médiatique, pour le dire de cette manière-là. Hein. Ceci étant dit, hein, on peut prendre cette lecture-là, hein, puis regarder ce qui s'est fait avec Constitution, ce qui est complètement différent. Hein. Et là, hein, on va tenter d'expliquer un peu le pourquoi de cette différence-là. Premièrement, il faut expliquer qu'il y a, dans ce que je dis, une conception du tirage au sort puis de la légitimité d'un groupe citoyen comme ça qui est fort différente de celle qui existe présentement dans notre société et j'ose dire qui, selon les apparences ou selon l'évidence un peu qu'on a devant nous, qui n'est pas nécessairement partagée complètement, du moins par les gens de l'INM. Hein. En ce sens que, dans mon cas, hein, puis là je l'ai expliqué auparavant, puis vous pouvez aller voir les autres présentations si vous n'avez pas écouté ces présentations-là, mais le pouvoir citoyen, hein, une assemblée tirée au sort est plus légitime qu'une assemblée élue, hein, mais aussi doit être immunisée contre l'interférence des élus, hein, qui sont un peu en conflit d'intérêts, pas juste un peu, là, mais qui sont en fait en conflit d'intérêts sur un ensemble de questions qui vont souvent être traitées par des assemblées citoyennes. Hein, dans ce cas-ci en particulier pour le groupe Constitution, mais pour toutes les questions constitutionnelles et bien d'autres. Hein. Et donc, ceci étant dit, ça c'est un peu l'idéal, mais pour en arriver là à l'intérieur de la société civile, il va falloir qu'on apprenne à mettre en place des assemblées citoyennes où ces règles-là sont déjà là pour construire ce pouvoir citoyen-là à partir de la société civile. C'est un peu comme si éventuellement on doit en arriver à avoir des institutions comme ça dans notre système politique, hein? Du moins c'est ce que je prône, c'est ce que je veux. Et si on veut en arriver à ça, la société civile peut, en mettant en place des règles comme celle-là, créer d'une certaine manière des prototypes de ce qui va ensuite pouvoir être appliqué au niveau institutionnel. Hein? Et puis donc, aller dans ce sens-là. Hein? Mais ceci étant dit, hein, ou du moins pour renchérir sur la même idée, une autre manière de le dire, c'est que ce pouvoir-là, il est à l'état un peu embryonnaire dans nos sociétés. Hein? Ça fait pas longtemps qu'on explore beaucoup le tirage au sort. Et il faut, à partir même du début, mettre en place un peu des protections contre l'interférence du régime électoral à l'intérieur de ce système-là. Hein? Bien sûr, cette perspective-là, elle est nécessairement pas partagée par beaucoup de gens à l'intérieur de nos sociétés. Hein? Il y a pratiquement juste, pour être absolument franc, à ce moment-ci, peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord avec l'idée, mais des gens qui ont formulé une idée similaire, là, il y a probablement juste quelques spécialistes du tirage au sort, puis même à l'intérieur de ces spécialistes-là, il y en a beaucoup qui restent pris, si j'ose dire, là, dans les logiques du régime électoral. Hein? Puis donc qui restent, qui n'ont pas arrivé, qui sont pas arrivés encore à un niveau de réflexion comme celui que je viens d'exprimer. Et donc, hein, dans le cas de ce qui s'est passé avec le groupe Constitution, la logique. Hein? Puis là, je me suis permis de faire mes devoirs. Hein? J'ai écrit un peu, hein? J'ai échangé un peu par courriel avec certaines des personnes qui travaillent à l'INM pour poser des questions sur comment la coprésidence avait été sélectionnée. Et dans la logique des gens de l'INM, qui est une logique, j'ose dire, à l'intérieur du régime électoral. C'est pas une accusation ou un propos qui est négatif en soi. T'sais, comme je viens de le dire, pratiquement tout le monde se trouve à l'intérieur de cette réalité-là, même dans leur conscience encore. Et
Et les gens de l'INM sont habitués aussi de faire face ou de s'adresser, si on peut dire, au pouvoir. Fait que ça fait partie un peu de la manière que beaucoup d'organisations de la société civile, des think tanks, parce que c'est un think tank l'INM, un peu interagissent à l'intérieur de notre système politique. Et puis donc, la logique du choix de la coprésidence, hein, c'était que c'était bien d'avoir des gens qui étaient constitutionnalistes, qui connaissaient la question, tu sais. C'est à peu près le contraire de ce que je viens de dire. Bon, tu sais, d'avoir une connaissance neutre puis pas avoir d'opinion, c'est autre chose que d'avoir des opinions, tu sais. Ils ont mis en place une règle que les opinions de la personne, tu sais, la personne va devoir s'obliger à s'abstraire de ses propres opinions, mais malgré l'expression de cette règle-là dans les règles que les gens de l'INM eux-mêmes ont mis, il faut bien reconnaître que c'est dur. Hein? C'est pas évident. Et puis qu'on met nécessairement une personne en conflit d'intérêt si une personne a déjà des opinions publiques claires sur le sujet. Et puis donc, on aurait dû, là, à ce moment-là, peut-être avoir une règle un peu plus sévère, si on peut dire, ou plus claire. On ne peut pas juste demander aux gens d'être impartials. Il faut aussi s'assurer que leurs activités passées assurent leur impartialité. S'il y a des positions publiques qui ont été prises sur une question, on peut pas, là, vous savez tous à qui je me réfère quand je dis ça, puis je vais en discuter dans l'autre présentation qui va suivre, mais on peut pas être, on peut pas, disons qu'au minimum, hein, il y a possibilité d'une interférence inconsciente. Hein. Au maximum, peut-être qu'il va y avoir de la difficulté puis que ça va gigoter à l'intérieur de certaines personnes quand on va jaser de certains thèmes, que ça va un peu les choquer. Mais donc, il y avait cette idée-là un peu, mais surtout, la grande idée, si je comprends bien, hein, bon, il y avait une idée là qui est circonstancielle. Hein, c'est qu'il voulait des gens qui s'intéressaient au sujet, hein, qui s'intéressaient au tirage au sort comme ça, et qui étaient intéressés. T'sais. Puis là, je ne sais pas combien de gens ont manifesté leur intérêt ou dans quelle mesure sont allés voir largement pour trouver des gens. Mais c'était un critère de sélection qui, là, est bien sûr vertueux. Hein? Puis donc, louable d'utiliser ce critère-là. Sauf que, hein, néanmoins, bon, disons que les autres points, quand même, disons, sont peut-être... méritent peut-être une petite, si les gens de l'INM peuvent me permettre, méritent une petite critique quand même. Ensuite, mais la grande logique de tout ça, c'était qu'ils ont choisi un bleu puis un rouge. Puis ça, ils me l'ont dit. En ce sens que, bon, à l'époque où l'Assemblée était constituée, c'était les deux grandes formations politiques à l'Assemblée nationale. Puis donc, c'était d'une certaine manière légitime de faire ça. Là, de toute évidence, hein, on n'est pas du tout dans la même logique d'immuniser ce pouvoir citoyen-là naissant, hein, du régime électoral. On est dans une logique, puis il y a un autre élément qu'on peut rajouter, c'est que on est dans une logique de... Enfin, je vais rajouter cet élément-là, puis je vais revenir à la logique après. Cet élément-là, c'est que de toute évidence, hein, les gens de l'INM ont choisi des gens qui étaient connus publiquement, puis qui allaient pouvoir, donc, de ce fait-là, un peu légitimer puis attirer l'attention des médias, pour le moins sur l'Assemblée constituante. Je ne sais pas si, dans quelle mesure ces gens-là, dans la conception de les gens de l'INM, vont un peu devenir peut-être les porte-parole de l'Assemblée, de facto ou indirectement, là. Mais ça, je ne le sais pas. Je ne leur ai pas posé la question. Mais il y a nécessairement l'idée d'avoir des gens connus. Hein? Puis là encore, on rentre dans la logique là, qui peut exactement du régime électoral, mais qui en fait partie, qui est la logique médiatique, qui encore une fois, dans mon cas, devrait être, disons, mise de côté pour, dans ce sens que c'est pas, ça ne devrait pas être un critère, hein, ce que les médias pensent d'une assemblée citoyenne. Personnellement, ça m'importe peu. Hein. Mais il y avait une idée là, tu sais, que bon, on voulait, tu sais, un peu montrer aux Québécois ce qu'on est en train de faire, ce qui est pas négatif en soi, hein, mais sans doute qu'en choisissant M. Turp puis quelqu'un comme Mme Prémont qui était bâtonnière du Québec auparavant, c'est qu'il y avait c'est un peu cette volonté-là. Hein. Et donc, ceci pour dire que j'essaie de revenir au point où je me suis un peu, où j'ai fait cette parenthèse-ci. Voyons, c'était quoi donc?
Excusez-moi pour mon silence. J'admire les beaux arbres dehors, puis malheureusement, vous n'avez pas la vue aussi belle que j'ai. Et donc, bon, ces éléments-là ont fait en sorte qu'on a mis en place il y a une logique du régime électoral, il y avait une logique de représenter la réalité politique qui était là, en ce sens qu'en étant multipartisan comme ça, d'une certaine manière, on est neutre, mais bien sûr, à l'intérieur, éminemment, de la réalité politique existante. Hein. Et puis, d'avoir des personnes aussi connues, tu sais, qui allaient pouvoir être utiles dans la conception, les gens de l'INM du moins, hein, au processus, ou du moins à la publicité du processus. Et comme on peut le voir, essentiellement, hein, le vrai débat hein, entre les deux conceptions et les deux manières de faire, là, évidemment aussi, il faut quand même donner aux gens de l'INM qu'il y avait un mandat, c'est un projet qui émane de la société civile, ils n'ont pas $1 million pour organiser comment on choisit une présidence. Bon, ceci étant dit, un autre élément qu'il faut ajouter aussi, je leur ai posé la question si les citoyens ont adopté cette idée-là, si on votait pour dire oui, on veut ces deux présidents-là, puis la réponse c'était non. Hein? Puis donc, tu sais, encore une fois, on est dans un projet qui s'organise avec des moyens limités, puis eux sentaient qu'ils devaient prendre cette décision-là pour que les choses puissent avancer, j'imagine. Tu sais. Dans ma conception des choses, il va de soi hein, aussi que, comme je le disais, que les citoyens doivent choisir hein, qui va être à la coprésidence ou à la présidence et que le choix final leur appartient. Hein. Puis pas juste choisir de manière bête là, avec une option, là, mais peut-être avec quelques-unes, puis avec la capacité là, de vraiment décider pour eux-mêmes qui ils veulent ou quel type de personnes ils veulent là. Hein. Bien sûr, quand on met en place une assemblée citoyenne comme celle-là qui est ad hoc, je comprends que c'est un peu plus compliqué de faire ça. Hein. Mais on peut quand même imaginer un processus par lequel on pourrait le faire en ayant, par exemple, plusieurs candidatures, tout simplement, puis en les proposant à l'Assemblée citoyenne au début. Bon, il faudrait y réfléchir là, sur le processus exact, mais l'idée, du moins, est là. Hein. Puis bon, si jamais on mettait en place de la société civile une assemblée comme celle-là, où on pense qu'on n'aurait pas le temps d'avoir ce processus-là, au moins, si on respectait les autres règles que j'ai énoncées, là, on aurait déjà on aurait une coprésidence qui serait, à mon avis, plus, de ma perspective, plus légitime puis plus utile hein, à l'idée du pouvoir citoyen qu'on veut construire. Et donc, essentiellement, hein, encore une fois, les deux autres idées que j'avais à l'esprit m'échappent, là, mais peut-être que ça va me revenir plus tard. Mais la grande différence entre la conception, c'est que moi, je veux utiliser ça pour bâtir un pouvoir citoyen. Hein. Je pense que les gens de l'INM aussi, mais le pouvoir citoyen, dans la manière que je le conçois, hein, c'est un pouvoir qui a vocation à peut-être supplanter hein, le pouvoir élu, certainement en termes de légitimité, mais peut-être même en termes d'importance puis d'impact puis de pouvoir décisionnel à l'intérieur de nos sociétés. Hein. La perspective des gens de l'INM, c'est qu'on est dans une réalité politique qui est électorale, et puis donc ils ont fait quelque chose qui disons, se noue un peu avec ça, hein, ou disons qui est comme enfin, leur logique se situe hein, dans une logique encore du régime électoral. Puis donc, d'une certaine manière, ça va dépendre des gens qui vont convoquer ces assemblées-là, puis du mandat qu'on va leur donner, puis aussi dans la mesure où les gens de l'INM ou d'une organisation similaire, sont conscientes et veulent aller dans le sens que je propose, ou s'ils pensent que j'ai pas raison. Hein? Puis que ce pouvoir citoyen-là, dans le fond, c'est un autre mécanisme de consultation, puis qu'on reste dans une logique électorale. Puis que ce régime électoral-là, donc, est correct. Hein? Si les gens pensent comme ça, là, évidemment, ils vont avoir tendance à pouvoir légitimement, si on peut dire, mettre en place un autre type de présidence. Hein? Là, dans le propos qui va suivre, je vais revenir sur ça, mais je vais me permettre de discuter plus en détail hein, de ce qui s'est passé là pour expliquer un peu d'autres éléments, mais là qui sont un peu personnels à moi, mais qui vont aussi nommer les personnes qui étaient
à la coprésidence, pas pour pouvoir, pas évidemment de manière impolie, là, mais pour pouvoir illustrer un peu la chose, hein, puis comprendre un peu qu'est-ce qui peut se produire si on ne respecte pas les règles que je viens d'énoncer. Hein. Et donc, sur ce, je vous laisse, si jamais les deux idées qui m'ont échappé me reviennent à l'esprit entre-temps, vous me pardonnerez de peut-être les énoncer, les énoncer auparavant. Hein? Mais sinon, là, l'autre présentation, le grand sens de ça, c'est de discuter d'un peu du détail, de la poutine, de tout ça, dans le cas qui nous occupe. Hein? Quand même, j'aimerais prendre un temps, là, peut-être, je le ferai, je vais le faire là, puis je vais probablement le refaire dans l'autre présentation, mais tu sais, pour remercier les gens de l'INM pour le travail qu'ils ont fait, puis quand même souligner, là, que, tu sais, ça reste une critique constructive entre personnes intéressées au tirage au sort, et j'espère qu'ils peuvent comprendre ma perspective, hein, puis que s'ils la partagent pas, c'est leur droit, hein, mais j'espère qu'on peut comprendre là, que c'est l'idée d'améliorer les choses et non pas là, de dire qu'il y a eu erreur. Hein. Il y a peut-être eu, disons, une réflexion qui n'était pas terminée. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois, hein, ou une perspective qui n'était pas la même, mais quand même, hein, bien que je n'ai pas pu voir moi-même cette assemblée-là de mes yeux, hein, de visu, quand même, il faut admirer ce qui était fait là. T'sais.